Imaginez, en quelques clics, un thérapeute juste pour soi, une IA entièrement personnalisée qui promet une écoute sans faille. Mais qui est-il vraiment? Cette nouvelle réalité, elle soulève des questions fondamentales. Alors allons-y, explorons ensemble ce qui se cache derrière cette petite révolution de la santé mentale. Alors voilà, la promesse, elle est toute simple et franchement incroyablement séduisante. Imaginez un peu, on peut créer de toutes pièces son thérapeute idéal, celui qui est parfaitement taillé pour nos besoins. On nous parle d'une thérapie abordable et efficace, avec des résultats visibles, paf, dès la première séance. C'est clair, difficile de résister. Alors, comment ça se passe concrètement? Le processus est très méthodique. Ça commence par un questionnaire sur soi. Ensuite, on va cibler les difficultés, le désespoir, les problèmes de sommeil, enfin, on voit l'idée. Puis vient le choix du style. Est-ce qu'on a besoin d'être écouté, ou plutôt d'être un peu bousculé, ou encore d'explorer son passé? Et l'étape finale, c'est la création pure et simple. Un homme, une femme, quelqu'un de plus âgé, on peut même aller jusqu'à choisir une approche spirituelle. Et voilà, le thérapeute sur mesure prend vie, sous nos yeux. Bon, le thérapeute est créé, la conversation peut démarrer. Mais ça nous amène directement à la question clé, la question essentielle. Mais c'est quoi au fond cette intelligence à qui on est en train de parler? Est-ce que c'est vraiment une intelligence telle qu'on la conçoit? Pour le philosophe Thierry Hoquet, il faut avant tout dégonfler le mythe. L'IA, ce n'est pas une conscience qui pense. Non, c'est un automate générateur de texte. Son job, si on veut, c'est juste de compléter une série. Donnez-lui le début d'une phrase, comme « il était une », et elle va simplement calculer le mot le plus probable pour suivre. Comment? En se basant sur une base de données gigantesque de tout ce que les humains ont déjà écrit. C'est un maître de la probabilité, pas de la pensée. Le psychanalyste François Ansermet, lui, va encore plus loin. Il propose un changement de perspective assez radical. Et si, au lieu d'intelligence artificielle, on parlait plutôt d'imitation artificielle? La distinction, elle est cruciale. Le premier terme, ça suggère une vraie pensée, quelque chose d'authentique, alors que le second, ça évoque une reproduction, une sorte de miroir ultra perfectionné de la pensée humaine. Et cette idée de miroir, elle vient de l'expérience personnelle de François Ansermet. Il a longuement interrogé une IA et il a fini par réaliser quelque chose de frappant. La machine finissait par lui renvoyer ses propres formulations. En fait, il ne dialoguait plus avec une intelligence extérieure, mais avec l'écho de sa propre pensée. Et là, on touche à un paradoxe assez fascinant. C'est que cette imitation, elle peut créer une illusion d'empathie hyper puissante. Des études dans le domaine médical ont même montré que certains patients perçoivent l'IA comme étant plus empathique que les médecins en chair et en os. Et pourquoi donc? C'est assez simple. L'IA va presque toujours dans le sens attendu. Elle donne les réponses qui rassurent, qui confirment. Là où un humain, lui, pourrait dire des choses qui sont peut-être un peu plus désagréables à entendre. Et cette différence fondamentale, on la retrouve dans leur approche respective. D'un côté, on a le thérapeute IA. Lui, il répond tout le temps, immédiatement, en cherchant la réponse la plus probable. C'est une machine à corrélation. Le psychanalyste humain, lui, fait exactement l'inverse. Il utilise le silence. Son but, c'est de créer un espace pour que la parole émerge du sujet lui-même, en exploitant parfois même le malentendu pour faire jaillir quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on va aborder une dimension encore plus profonde, plus philosophique de cette interaction. Que se passe-t-il, au juste, quand le thérapeute n'a pas de corps? Parce que le point crucial, c'est peut-être ça, ce qui manque à l'IA. Pensez-y. Pas de corps, pas de sexe, pas de cœur, pas de cerveau biologique. Ça veut dire qu'elle ne peut pas savoir ce que c'est que l'anorexie, par exemple, en voyant un corps qui dépérit. Elle ne peut pas saisir ce qu'est la souffrance humaine dans sa dimension la plus fondamentale, celle du corps. Et cette absence de corps, ça nous mène à des choses assez vertigineuses. Une IA, par exemple, peut continuer à converser avec quelqu'un en imitant une personne qui est déjà morte. C'est le concept des deadbots, des jumeaux numériques qui entretiennent une illusion de présence. Et là, forcément, ça vient brouiller complètement les frontières entre la vie, la mort et le travail de deuil. Et pour décrire cette rencontre aussi particulière entre un humain et un thérapeute sans corps, François Ansermet utilise une métaphore clinique assez saisissante, celle du syndrome de Cotard. C'est une pathologie où les patients ont la conviction de ne plus avoir de corps, de ne plus avoir d'organes. La rencontre avec l'IA devient alors ça, une rencontre entre un corps bien vivant et une entité qui incarne cette absence radicale de corps. Bon, mais la question n'est peut-être pas seulement celle du remplacement. Et si on regardait les choses autrement? Si on envisageait l'IA non pas comme un substitut au thérapeute, mais plutôt comme un outil, voire même un nouveau partenaire de pensée? D'ailleurs, de nouveaux usages commencent déjà à apparaître. On a l'exemple d'un patient qui utilise ChatGPT pour préparer ses séances. Pour lui, la réponse de l'IA, ce n'est pas une vérité.
C'est, je cite, une association d'idées parmi d'autres. En gros, ça n'a pas plus de valeur qu'une pensée qui lui viendrait en regardant par la fenêtre. Thierry Oquet, le philosophe, décrit sa propre expérience avec l'IA en 2 temps. D'abord, il y a la sidération. Il est tout simplement scotché par la capacité de l'IA à produire en 1 seconde un texte qui semble super bien construit, articulé et qui a du sens. Mais ensuite vient la deuxième étape. Il se met au travail. Il lit, il critique, il repère les caricatures, les faiblesses du texte, et au final, l'IA devient un partenaire qui le force à prendre position et qui, selon ses propres mots, aiguise son intelligence. Et tout ça, ça nous amène à ce qui est peut-être la conclusion la plus importante. Face à ce pouvoir d'imitation de la machine, le véritable enjeu, ce n'est pas la technologie. Le vrai sujet, c'est nous. Le problème, ce n'est pas l'IA, c'est l'humain. C'est l'usage qu'on en fait et la responsabilité qu'on accepte ou qu'on refuse d'assumer. Finalement, l'arrivée de ces thérapeutes numériques, c'est comme un immense miroir qu'on nous tend. Ça nous apprend peut-être pas tant de choses sur l'intelligence artificielle, mais ça en dit long sur nous, sur nos désirs, nos fantasmes, notre rapport aux autres. Et donc la vraie question que cette technologie nous pose, c'est celle-ci. Que révèlent nos machines à notre propre sujet ?